Bien. Dans le cadre toujours des études des phénomènes géologiques externes, on va aborder maintenant le deuxième chapitre, comme vous voyez, les étapes de formation des roches sédimentaires. On va commencer par cette image qui montre le globe terrestre qui est formé, comme vous voyez, de deux parties. Une partie liquide formée par les océans et une partie solide formée par les continents. Les continents, donc, sont formés, eux, par des roches. La plupart de ces roches sont des roches sédimentaires. Mais il faut savoir que nous avons trois sortes de roches, ou bien trois types de roches, qui sont les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Donc les roches sédimentaires sont appelées des roches exogènes parce que ces roches sont formées à l'extérieur à la surface de la Terre. Alors que les autres roches magmatiques ou métamorphiques, ils ont comme origine l'intérieur du globe terrestre. Nous, on va s'intéresser aux roches sédimentaires et on va se poser la question: quelles sont les étapes de formation de ces roches sédimentaires? Ça veut dire, quelles sont les étapes par lesquelles les roches sédimentaires vont passer pour être constituées à la surface de la Terre. D'accord? Donc il faut savoir donc que la plupart des roches qui constituent les continents sont appelées des roches sédimentaires. Ce sont des roches exogènes parce que ces roches se sont formées à la surface de la Terre. Donc on va commencer cette séance par voir quelques échantillons de roches sédimentaires qui se trouvent à la surface de cette planète Terre. On voit maintenant quelques échantillons de roches sédimentaires. Le premier échantillon, vous pouvez voir ici qu'il est constitué par l'accumulation de débris, des restes d'animaux ou d'espèces vivantes qui sont enterrés dans cette roche, des restes de coquilles. Voilà. Vous pouvez voir ici quelques éléments détritiques comme le gravier, et il y a aussi du sable. Tous ces éléments se sont consolidés pour former cette roche sédimentaire. Un autre échantillon ici, le calcaire, une roche formée par la consolidation de grains de sable avec le calcaire pour former ce qu'on appelle le grès. Vous avez ici le gypse, des minéraux qui se sont accumulés pour former cette roche. Une autre roche sédimentaire formée par la précipitation de minéraux. Ici, vous avez une autre roche où on voit la précipitation de sel contenue dans cette roche formée par le calcaire. Il y a plusieurs exemples de roches sédimentaires comme celle-là. Vous avez là des graviers, des galets qui se sont consolidés avec un ciment pour former une roche sédimentaire. Il y a là le sable, c'est une roche meuble. Et le sable, vous avez plusieurs types de grains qui font que le sable donc change d'aspect d'un milieu à un autre, comme ici le sable d'Isère. Et là le sable qu'on trouve dans les rivières et les fleuves. D'autres roches, on a dit que les roches elles sont de différentes sortes. En plus des roches sédimentaires, nous avons des roches magmatiques comme celle-là, le granit, ou ça,
c'est une roche issue de la consolidation du magma qu'on appelle le basalte. Donc voilà quelques exemples de roches sédimentaires qu'on trouve dans la nature. Après avoir vu quelques échantillons de roches sédimentaires, on va commencer notre leçon par cette introduction. Vous voyez ici deux images qui représentent des paysages géologiques à la surface de la Terre. On sait que les paysages géologiques ils sont d'une très grande diversité. Donc ces paysages-là ils sont issus de l'influence de plusieurs facteurs à la surface de la Terre. Cette influence donne ainsi plusieurs images à la surface de la Terre, ce qu'on appelle des paysages géologiques qui sont très diversifiés. Ici, vous avez ce qu'on appelle des stalagmites et des stalactites qui se trouvent dans les grottes. Ils se sont formés sous l'effet d'influence ou bien sous l'influence de plusieurs facteurs qu'on appelle facteurs d'érosion. Vous avez ici une autre image, c'est un véritable tableau. Donc un super tableau fait et sculpté par les différents facteurs qui se trouvent à la surface de la Terre. Donc cette grande diversité elle est liée à un phénomène qui s'appelle l'érosion. Donc l'érosion c'est quoi? C'est l'ensemble des phénomènes qui enlèvent une partie de la surface de la Terre et modifient ainsi le relief. Donc l'érosion, ce qu'on appelle بالعربية كنسميوه الحت. Donc c'est un phénomène, c'est le premier phénomène qui va participer à la formation des roches sédimentaires. Donc les roches sédimentaires, comme nous avons dit, ce sont des constitutions les plus communes et les plus observées sur la surface de la Terre. Ce sont des roches exogènes, ça veut dire qu'elles se sont formées à la surface de la Terre. Il faut savoir que les roches sédimentaires passent par 4 étapes essentielles dans leur transformation. Le premier phénomène qui participe à la formation des roches sédimentaires, c'est l'érosion, suivi par le transport, ensuite la sédimentation et enfin un autre phénomène appelé le diagénèse ou bien la diagénèse qui va donc aboutir à la formation de ces roches sédimentaires. Donc, on va commencer par l'érosion. Nous avons dit que l'érosion, c'est l'ensemble des phénomènes qui enlèvent une partie ou bien la totalité de la surface de la Terre dans plusieurs régions et elle va ainsi modifier le relief. Donc, on va commencer par l'érosion. Il faut distinguer entre deux types d'érosion. Nous avons l'érosion mécanique et nous avons l'érosion chimique. L'érosion mécanique, c'est une érosion qui est issue de l'influence de plusieurs facteurs mécaniques, parmi lesquels nous avons ici le premier exemple, les vagues qui tapent sur la base d'une falaise. Donc c'est quoi une falaise? Vous avez un exemple à la page 86, ici, action des vagues de la mer et l'action de l'eau de pluie, ou bien de l'eau d'une façon générale. Dans l'autre livre, vous avez ici, dans le document numéro 3, à la page 86, donc l'action mécanique des vagues sur une falaise calcaire du littoral. Donc une falaise, c'est une région côtière qui a donc une altitude variable. C'est une roche énorme qui se trouve sur les côtes de la mer. Il y a comme j'ai dit, une altitude variable qui a aussi une forte pente. Elle est issue, ou bien elle est constituée par ce qu'on appelle l'érosion marine. Ça veut dire quoi l'érosion marine? Vous pouvez voir ici que les vagues de la mer
et tape de façon répétitive à la base de cette roche énorme qui s'appelle la falaise. Et là, la roche qui se trouve au milieu, ici dans cet exemple, elle faisait partie donc, elle faisait un étendu, elle était un étendu de la roche mère qui se trouve ici sur les côtés. Et nous remarquons qu'une grande partie de cette roche, elle a disparu sous l'effet des vagues qui tapent sur la roche et qui a fragmenté cette roche en blocs ou bien en éléments qui ont été transportés par les vagues de la mer. Le résultat, c'est qu'une grande partie de cette falaise, elle a disparu sous l'effet de cette action qu'on va appeler une action mécanique. C'est un facteur mécanique. Donc la force des vagues, il a donné cette image qui montre que les roches qui se trouvent près des vagues, ils ont disparu sous l'effet de l'action ou bien de la force mécanique des vagues lorsqu'elles tapent sur ces roches. Donc, c'est le premier exemple de facteur mécanique qui influence la surface des reliefs à la surface de la Terre. D'accord? Bien. Donc, en tapant de façon répétitive à la base des falaises calcaires, donc les falaises, les roches ici sont formées en grande partie par un minéral de calcaire, et les vagues vont fissurer les roches situées au-dessus qui vont finir par se détacher de la falaise. Ainsi, donc, la falaise se regresse, ça veut dire elle perd plusieurs de ses concessions. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle l'érosion éolienne. C'est une érosion due au vent qui porte ou bien qui est chargé de sable. Donc les vents forts chargés de sable, un grain dur attaque les roches en enlevant des particules. Donc les vents qui portent, ils sont chargés par des particules de sable. Ils ont un effet mécanique sur les roches qui se trouvent à la surface de la Terre. Et on va voir une petite manipulation dans laquelle on va montrer l'effet des grains de sable sur les roches sédimentaires. Dans cette petite expérience, je vais essayer de montrer l'effet des grains de sable sur les roches. Je vais prendre un peu de sable que je vais ajouter sur une lame. Vous voyez ici une lame. Donc je vais y mettre un peu de sable. Je vais utiliser une autre lame pour gratter la surface des deux lames. Comme ça. Vous pouvez entendre le son. Finalement, nous avons une lame qui est rayée. Vous voyez ici des rayures. Cela montre que les grains de sable, elles sont dures et elles peuvent altérer ou bien changer l'aspect des roches dans la nature. Parce que vous savez que la lame de verre, c'est une structure solide, mais même cela, la force des grains de sable, lorsque la force des vents est forte, elle peut altérer les roches comme elle a altéré ici la plaque de verre. Bien, donc l'érosion éolienne, donc, ça veut dire que les vents forts chargés de sable à grains durs attaquent les roches en enlevant des particules. Vous avez là l'image qui montre que cette roche, elle a perdu une partie de la partie inférieure de la roche qui a perdu ses concessions. Nous avons le résultat sous forme d'une roche qui a changé d'aspect.
ici, vous avez une autre image qui montre, donc c'est une zone désertique et les vents, ils ont changé l'aspect de cette région. Vous avez donc là des roches qui ont perdu leur constitution sous l'effet de cette érosion éolienne. Vous avez donc sur votre cahier, votre livre, un document qui montre l'action éolienne ici. Dans l'autre livre, donc ce document-là montre l'effet de l'érosion éolienne. On va passer maintenant à un troisième facteur mécanique toujours, c'est les variations de température. Donc dans les régions comme les hautes montagnes ou bien les déserts, la nuit connaît une température très basse, très inférieure, ce qui fait que lorsque nous avons l'exemple comme ça, une roche qui est fissurée et l'eau s'infiltre dans les fissures, lorsque la température diminue, l'eau contenue dans les fissures va se geler. Lorsqu'elle se gèle, elle va augmenter de volume. Cette augmentation de volume va donc influencer ces fissures qui vont être de plus en plus grandes. Et cela, avec le temps, cette roche va se fragmenter et va se détacher, leurs constitutions vont se détacher, c'est ce qu'on appelle une érosion mécanique due à cette variation de température. Donc, dans les montagnes, vous avez là un document qui montre l'effet de la variation de la température sur les roches, dans la page 86, toujours document 1, C. Et là, vous avez là une autre image dans la page 87 qui montre l'effet de la variation de la température sur les roches. Donc action du gel et du dégel, ce qu'on appelle le gel et le dégel. Donc dans les montagnes, les températures négatives sont fréquentes la nuit et de fortes chaleurs peuvent régner le jour. L'eau contenant ou bien contenue dans les fissures des roches gèle la nuit et augmente de volume. Quand la température augmente, l'eau passe à l'état liquide, ce qu'on appelle le dégel. Ce phénomène va provoquer l'élargissement des fissures et brise les roches. Le quatrième facteur mécanique qu'on va voir, c'est l'érosion par la glace. Donc la glace, lorsqu'il bouge, lorsqu'il tombe des montagnes vers le bas, elle va influencer les roches qui se trouvent dans son chemin, ce qu'on appelle l'érosion de la glace. Elle conduit à la sculpture et au polissage des roches et ce phénomène entraîne la formation de gravats, de glace au pied des montagnes, fi safh al-jabal. Bien, tous ces éléments, les éléments qu'on a vus tout à l'heure, ce sont des éléments, ce qu'on appelle les facteurs mécaniques. Nous avons vu 4 exemples de facteurs mécaniques. Donc, l'autre type de facteur, il s'appelle les facteurs chimiques. Comment donc les facteurs chimiques influencent les reliefs à la surface de la Terre et provoquent ce qu'on appelle l'érosion de ces roches qui constituent la surface de la Terre. Donc, on va commencer par une petite expérience qui va montrer l'effet, bien l'influence de ce qu'on appelle les eaux acides sur les roches sédimentaires. Dans cette petite expérience, on va voir l'effet ou bien le comportement de certaines roches vis-à-vis des eaux acides. Comme exemple, on va prendre le HCl, l'acide chlorhydrique, lequel
on va ajouter à la roche sédimentaire ici le grès. Elle est constituée de grains de sable cimentés par le calcaire. Lorsqu'on ajoute de l'eau acide à cette roche, vous pouvez voir qu'il y a ici une effervescence. Cette effervescence est le résultat des particules de calcaire qui sont dissoutes. Vous pouvez voir qu'il y a un mélange de calcaire dissous avec les grains de sable. Les grains de sable qui se sont libérés de la roche mère. Nous avons l'autre composant de la roche, le calcaire, qui est dissous. C'est comme ça que la roche perd certains de ses constitutions et va se fragmenter et se détacher. Certains de ces éléments vont se détacher de la roche mère pour donner des particules détritiques. En plus de ça, les autres composants ils sont dissous dans l'eau acide, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle l'érosion chimique faite par les eaux acides, notamment l'eau de pluie et l'eau de mer qui contient des acides comme le dioxyde de carbone qui rend ces eaux acides. Donc c'est un exemple de ce qui se passe dans la nature, la libération des particules qui constituent les roches sédimentaires sous forme solide ou bien sous forme dissoute dans l'eau. Bien. Donc, on parlait de facteurs chimiques. Nous avons vu dans l'expérience précédente que l'eau acide agit sur les roches sédimentaires qui perdent certaines de leurs constitutions, comme le calcaire qui va être dissous sous l'effet de cette eau acide. Ainsi, la roche va perdre quelques parties de ses constitutions et va diminuer ainsi de volume et de masse. Cet exercice montre cela. On va lire les énoncés de cet exercice. Nous avons ici des échantillons de calcaire de masse égale à 26. Nous avons 4 échantillons. 1, 2, 3, 4. Donc, dans le début, ces 4 échantillons avaient une masse égale à 26 grammes. Ont été soumis sous l'effet des solutions acides. Nous avons mis ces échantillons dans des solutions acides de concentration différentes. De concentration différente, vous avez ici la concentration de l'acidité qui varie entre les 4 solutions. Une forte acidité ici, une moyenne, une faible et une acidité nulle ici. Le résultat est représenté par cette troisième colonne qui montre que la masse, à quoi égale le changement de la masse à la fin de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que dans les 3 échantillons qui ont été soumis à l'action des solutions acides, nous avons une diminution de cette masse à la fin de l'expérience. 12, 17, 21. Sachant que au début, les masses des échantillons étaient de 26 grammes. À la fin, vous pouvez remarquer qu'il y a ici une diminution de cette masse à la fin de l'expérience. Sauf pour le 4e échantillon qui n'a pas changé de masse parce que l'acidité ici elle est nulle. D'accord? Donc, comment expliquer cette diminution de cette masse des échantillons? Donc, la masse d'échantillons a diminué à la fin de l'expérience. Comment expliquer? Nous avons vu comme l'expérience qu'on a fait tout à l'heure que la cause c'est l'acidité des solutions. C'est elle qui va contribuer à la dissolution d'une partie des échantillons en éléments dissous
Ça veut dire une partie des composants de la roche va être dissoute sous l'effet de cette eau acide, et on parle dans ce cas de ce qu'on appelle l'érosion chimique. Donc c'est le deuxième type d'érosion chimique qu'on trouve dans la nature. Elle est due aux eaux acides, notamment l'eau de pluie et l'eau de mer. Ils contiennent une grande quantité de dioxyde de carbone, ce qui rend ces eaux acides qui vont donc influencer les roches qui contiennent des éléments comme le calcaire qui va être dissous. Comme ça, donc la roche va perdre ses constitutions et va se fragmenter en plusieurs éléments, soit dissous, soit solides, qu'on appelle détritiques. Donc, toujours, on explique ce phénomène. L'acide chlorhydrique agit sur les roches calcaires. Cette action fait libérer les éléments constitutifs de ces roches sous forme dissoute, notamment le calcaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nature? L'eau de pluie chargée en acide due au dioxyde de carbone s'infiltre par les fissures par des roches calcaires et les altère, ça veut dire il les change. Ce qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux, de ces minéraux constitutifs de ces roches, libérant ainsi leurs éléments chimiques sous forme dissoute dans l'eau. Ce phénomène s'appelle l'érosion chimique. Voilà la réaction chimique de l'érosion chimique. Donc CO2, lorsqu'il est associé à l'eau de pluie, il donne ce composant qui s'appelle l'eau acide. Et lorsque l'eau acide est présente avec le calcaire va être dissous et on trouve le résultat, c'est un calcaire dissous dans l'eau. Ainsi, donc la roche perd ses constitutions sous forme dissous ou bien sous forme solide. Il faut remarquer que les marmites géants qui se trouvent près de la mer sont le résultat de deux types d'érosion mécanique par la force des vagues et d'érosion chimique par l'eau de pluie ou bien l'eau de mer acide. Le bilan donc, l'érosion est le processus de dégradation, de transformation de relief et donc des roches qui est causé par des agents externes. On distingue entre l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Donc voilà pour cette première partie de cette leçon de les étapes de formation des roches sédimentaires. On a vu le premier phénomène qui participe à cette formation de ces roches qui est l'érosion, et on a vu qu'il y a deux facteurs qui sont soit des facteurs mécaniques ou bien des facteurs chimiques.